Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous regardez sur notre chaîne YouTube ou sur Vox Africa une nouvelle édition de notre tout nouveau programme Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Au sommaire, nous allons au Cameroun où se rapproche de plus en plus cette échéance importante, l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Paul Biya, 92 années au compteur, briguera un 8e mandat à la tête d'un pays où 60% de la population a moins de 25 ans et où le taux de chômage des jeunes avoisine les 74%. L'opposant Maurice Kamto, arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2018, a lui été écarté de la compétition par les institutions censées l'organiser et par le Conseil constitutionnel réputé fidèle au pouvoir en place. Alors que faire? C'est la question que se posent les militants de l'opposition et de la société civile, mais également tous les Camerounais qui voudraient tourner la page et en finir avec le long règne d'un président au bilan plus que terne. C'est dans ce contexte qu'un collectif d'intellectuels se présentant comme patriotes a mis les pieds dans le plat et signé une tribune intitulée L'appel de l'histoire, une tribune qui vilipende le président sortant. Je cite, un nonagénaire viscéralement cramponné au pouvoir et qui interpelle une opposition qui doit impérativement mettre fin à cette division et, je cite encore la tribune, s'unir derrière un candidat consensuel à la prochaine présidentielle. Dans le même temps, le média Jeune Afrique fouette l'orgueil de celles et de ceux qui contestent Paul Biya, se demandant si l'opposition camerounaise n'est pas la plus bête d'Afrique. Et ce qui nous renvoie donc à cette question de la coalition de l'opposition. Est-ce une mission impossible? Pour en parler, je suis avec deux invités aujourd'hui. Avec vous, Augusta Epagna, militante du Manidem, très active, l'UPC Manidem, pardonnez, excusez-moi, très active en France au sein de la dynamique unitaire panafricaine. Merci d'avoir accepté notre invitation, Epagna. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Et avec nous, depuis le Cameroun, nous sommes avec le journaliste et universitaire, également chroniqueur sur Radio Calac, Stéphane Akwa, l'un des signataires d'ailleurs de la tribune L'appel de l'histoire. Bonjour Stéphane Akwa. Bonjour à vous. Alors Stéphane Akwa, j'aimerais commencer par vous. Je l'ai dit, vous avez participé à cette tribune, vous êtes parmi les signataires de cette tribune d'intellectuels patriotes camerounais intitulée donc L'appel de l'histoire. Comment résumeriez-vous cette tribune et pourquoi l'avoir signée? Deux éléments étaient importants à notre avis. Premièrement, vous l'avez souligné dans votre introduction, l'âge de M. Biya, la durée de son mandat, le fait qu'un futur qui doit être dessiné de manière originale, différente, se présente à nous, a motivé notre envie de, je dirais, secouer le cocotier, en tout cas de demander aux gens d'être en phase avec leurs responsabilités, de prendre ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire un bulletin de vote, pour acter un changement. C'était la première idée. Et la deuxième, effectivement, c'est qu'étant donné les configurations et les sociologies politiques au Cameroun, il fallait donner quelques indications. L'une qui me semblait assez évidente, que l'opposition ne pouvait valablement challenger M. Biya que si elle s'unissait. C'est une ancienne qui est répétée à chaque rendez-vous, mais il apparaît aujourd'hui que les égos, les aventures personnelles ne peuvent plus permettre. Je me tourne vers vous. Vous avez consulté cette pétition, cette tribune plutôt. Est-ce que vous l'auriez signée? Est-ce que vous êtes d'accord avec les termes et les idées qui y sont véhiculées? Alors, bon, première chose, il est intéressant que les intellectuels, que la société civile, dans sa diversité, se mêle de ce qui la regarde, c'est-à-dire de la vie publique, de la vie politique du pays, et se positionne. Ça, sur le principe, c'est une bonne chose. Maintenant, nous sommes dans une posture où, depuis fort longtemps, depuis 2000 au moins, nous considérons que dans la configuration actuelle du Cameroun et compte tenu de la manière dont les choses ont été phagocytées depuis fort longtemps, il est absolument inenvisageable qu'une alternance puisse exister par la voie électorale.
Par conséquent, ça nous est difficile. Et ceci dans la mesure où tout est phagocyté par l'État parti RDPC et qu'on a vu au fil des mandatures comment les choses se sont passées et qu'à chaque fois, c'est le même scénario, tout est complètement contrôlé. Et même lorsque, aussi loin qu'on se souvienne, et pour prendre une période pas trop ancienne, 92, tout le monde s'est accordé pour dire que Frunze avait gagné. Et là, pour le coup, il y avait une coalition de l'opposition qui a largement soutenu, porté, fait campagne durant des mois et des mois, etc. Les résultats ont été inversés. Et après, on a vu effectivement, là, le calendrier électoral, toujours dans le but de tirer la couverture à soi, a été inversé, puisque les législatives et municipales devaient théoriquement se tenir avant les présidentielles. Donc, en fait, le pouvoir fait ce qu'il veut, et y compris les instances qui sont devant lesquelles nous sommes censés revendiquer lorsque les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, à savoir le Conseil constitutionnel, est à la merci, est à la solde du parti État. Et donc, évidemment, on l'a vu récemment. Mais justement, quel était le sens alors de la candidature de Maurice Kamto portée par l'UPC Manidem? C'était de faire la démonstration? C'était pas de l'UPC Manidem, c'était le Manidem. Le Manidem, pardon. Oui, nous n'avons rien. L'UPC Manidem, et il faut vraiment, je tiens à préciser ça, parce que comme ça fait 2-3 fois que la confusion est introduite, autant pour moi. Voilà, le Manidem, c'est le mouvement africain pour la démocratie et l'indépendance en Afrique, et l'indépendance, et qui est né en 96, oui. D'Anissé Kané, qui a été avec nous, militant, mais qui nous a quittés en 95. Et le Manidem dont nous revendiquons, c'est le Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, qui a été lancé au lendemain de l'assassinat d'Ernest Ouandié en 1974. Donc l'UPC Manidem ne soutenait et ne soutient aucun de ses opposants, même pas la candidature de Maurice Kamto. Alors, attention, certes, nous sommes dans l'opposition. Bien sûr qu'on s'inscrit dans l'opposition, mais nous ne participons pas à ce que nous considérons être une mascarade. Et donc, pour nous, les dés étaient pipés d'avance. Et on savait très bien qu'en allant devant la Cour constitutionnelle, les résultats étaient connus d'avance, et y compris, je dirais même les résultats finaux, si Maurice Kamto avait pu, ce qui aurait été tout à fait légitime, c'est le choix du MRC d'avoir choisi cette stratégie. Nous ne contestons pas la liberté de chacune des organisations de choisir telle ou telle stratégie. Et en l'occurrence, de considérer que par la voie électorale, ils vont pouvoir prendre le pouvoir, même si on considère que pour nous, c'est une illusion, surtout les présidentielles. Parce qu'à la limite des élections locales, notamment municipales, on peut un peu mieux contrôler le scrutin parce qu'il est de proximité, etc. On a la main un peu sur les électeurs. Mais une élection présidentielle nous échappe totalement. Et on l'a vu systématiquement. Lors des 7 précédents mandats, tout a été systématiquement phagocyté et contrôlé. Et au point où on a vu que des gens étaient inscrits sur les listes alors qu'ils n'avaient pas à l'être, où les urnes étaient, à la fin, les urnes étaient emmenées, des choses vraiment qui ont été notifiées, qui ont été revendiquées, etc. Mais ça n'a pas empêché ça n'a rien empêché, malheureusement. J'aimerais qu'on aborde la question du comment on en est arrivé là, Augusta, à ce fourmillement d'initiatives, donc comme la déclaration de Fumban, donc une espèce de tentative d'union entre quelques opposants, qui a été une tentative en fait mort-née de mise en place d'un candidat commun pour l'opposition, ou même l'implication de plus en plus certaine de l'Église catholique aussi, qui se prononce de plus en plus. Pourquoi cette fois-ci, en 2025, on a l'impression que plus de monde que d'habitude se jette dans l'arène en dépit d'un horizon qui, comme vous l'expliquiez, semble de toute façon bouché? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que peut-être que le ras-le-bol et il y a de plus en plus de compatriotes
et d'acteurs qui en ont assez de cette situation, de cet immobilisme, de ce pays qui s'effondre, qui s'enfonce et où tout se dégrade. Je pense que, voilà, il y a de plus en plus de gens qui en ont assez de ça et ça peut expliquer en partie les choses. Après, le problème est que nous sommes pour une démarche d'unité des forces vives, des forces patriotiques. Nous sommes pour cette démarche-là et nous la prenons depuis. Nous sommes nous-mêmes dans une coalition qui s'appelle Stand Up for Cameroon, qui réunit le CPP, qui réunit des organisations de la société civile, etc. et avec lesquelles nous organisons un ensemble d'activités. Avec Kawala, évidemment, et d'autres associations de femmes et autres. D'ailleurs, très récemment, Stand Up a organisé un rassemblement de femmes venues des 10 régions qui a rassemblé plus de 500 femmes pour dire ce qu'elles veulent, quels changements elles veulent, comment prendre mieux en compte la situation et la condition des femmes. Donc ça a été une vraie réussite. Je ne veux pas monopoliser la parole et je voudrais que, effectivement... On va entendre Stéphane Acquah, justement. Stéphane Acquah, Augusta Ipagna nous explique et pense fermement que, de toutes les façons, au vu de la nature des institutions au Cameroun, un changement par les urnes est impossible. Comment vous appréciez ce constat qui est fait par de nombreux Camerounais et qui donc met à mal le sens de votre tribune? C'est une opinion que l'on entend souvent, effectivement, sans cesse. On nous rappelle la violence du système, les méthodes des gouvernants, les lois qui sont très souvent injustes. Ce qui a guidé notre intention, c'est qu'en emportant une élection, au moins la première qui se présente en octobre, l'élection présidentielle, et éventuellement faire le doublé en gagnant des sièges au moment des élections législatives, voire municipales, cela permettait d'installer une coalition pour une transition pendant laquelle il serait possible à ce moment-là de changer le code électoral et de modifier la Constitution, notamment en élargissant le régime des libertés. Donc pour l'instant, nous croyons que la voie des urnes est celle qui donne aux Camerounais, aux citoyens, la pleine responsabilité de leur devenir. On ne veut pas rentrer dans l'évaluation d'hypothèses, soit par l'armée ou d'autres manières de changer les choses. On pense qu'il y a encore un espace et qu'il faut l'exploiter au maximum, parce que n'oubliez pas que les derniers rendez-vous électoraux au Cameroun ont été particulièrement marqués par une forte abstention, et que si on rattrape ce gap-là, on peut, d'une certaine manière, en démocratie, en donnant le choix aux citoyens de faire en sorte que quelque chose va changer. Augusta, vous faites partie de l'opposition, je le précisais, même si on n'a pas besoin de le préciser. Cette opposition camerounaise que Jeune Afrique a qualifiée de la plus bête d'Afrique, je cite, il y a une réaction à cette déclaration de l'écrivaine Calixte Beyala qui était sur le plateau de TV5 Monde. On écoute la prise de parole de Calixte Beyala. Quand on dit d'eux que c'est l'opposition la plus bête du monde, c'est avec raison. Moi, je les appelle la bande à Mbiya parce que j'ai comme l'impression qu'ils font tout pour que Mbiya soit réélu. On ne va pas aller se disputer pour gagner 0,02% des voix. En s'unissant, Mbiya sera forcément battu, même si d'aventure, il s'est déclaré vainqueur. Augusta Ipagna, comment appréciez-vous ces propos de Jeune Afrique et les commentaires de Calixte Beyala? Moi, je voudrais dire que, Jeune Afrique, je trouve qu'ils se permettent... Enfin, c'est très insultant. C'est très insultant et je trouve que c'est... En même temps, est-ce qu'on demande à l'opposition, l'ensemble de l'opposition française, je suis en diaspora en France, est-ce qu'on demande à l'ensemble de la diaspora en France de s'unir pour chasser Macron, qui n'a été, somme toute, élu qu'avec 20% des voix françaises. Je veux dire que demander à l'ensemble de l'opposition de s'unir, ça me paraît être une aberration. Parce que l'ensemble de l'opposition, certes, ils sont opposants à Biya, mais
l'ensemble de cette opposition, j'imagine, n'a pas forcément la même idéologie, n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas les mêmes... J'ose espérer, parce que sinon ce sont des duplications du parti au pouvoir RDPC. Donc on ose penser que tous les partis d'opposition ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde en termes de perspective, en termes de construction du Cameroun de demain, etc. Donc demander à l'ensemble de l'opposition, quelle que soit sa nature, de se mettre ensemble, je trouve ça complètement aberrant. Et pourquoi cette injonction à l'égard du Cameroun? Alors on peut avoir une analyse par rapport à la stratégie utilisée par telle ou telle partie de l'opposition, en sachant. Parce que ce qui me dérange quand même dans cette posture ou dans cette appréciation de Jeune Afrique, c'est qu'à aucun moment il dénonce la nature du système et le verrouillage de ce système et la brutalité, la violence de ce système lorsque la moindre tête se soulève ou la moindre voix se fait entendre pour protester. N'oublions pas que plus de 50 personnes ont été arrêtées simplement parce qu'elles étaient venues écouter, comment dirais-je, assister à la décision donc, de le Conseil constitutionnel. Et il y a eu plus de 50 personnes, et toutes ne sont pas libérées à ce jour. Il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont encore détenues dans les commissariats, et certaines, on ne sait même pas où elles sont. Il y a un collectif d'avocats qui s'est constitué, qui suit cette affaire-là. C'est une aberration simple. Certains ont été arrêtés dans des cafés, aux alentours même, et ils n'ont rien fait, absolument rien. Et les personnes étaient là à vouloir suivre la décision du Conseil constitutionnel. On est dans un pays... Moi, alors, ce que je tiens à dire, c'est que ce qui me pose problème, c'est qu'on continue à faire comme si on était dans une démocratie. Alors que, même si on en a tous les apparats, ce ne sont que des apparats. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays totalitaire, nous sommes dans un pays dictatorial, où tout est tenu par le parti État RDPC, à quelques niveaux. Vous imaginez quand même, je rappelle ce qui s'est passé avec, Dieu seul sait si ce n'est pas quelqu'un que je suis bien consciente de la manière dont il s'est laissé instrumentaliser, mais l'ex-membre du Manidem, j'oublie son nom, Yebga. Comment Yebga, il est sur un plateau de télé, et il y a des instructions pour le sortir de ce plateau de télé qui ne participe pas à l'émission. Séance tenante. Vous imaginez ça, dans quel pays on est? Séance tenante, c'est comme si là, quelqu'un venait et dise « Pagna, il ne faut pas qu'elle participe à l'émission » ou « Monsieur ne doit pas participer à l'émission » et on arrête tout. Mais c'est effarant. On est dans quel pays sommes-nous? Donc moi, ça pour dire donc en résumé que j'estime que c'est très dérangeant. Pour moi, c'est très dérangeant, très méprisant de traiter les forces politiques, même si on peut en penser ce qu'on veut. On sait très bien qu'il y a des partis qui sont des partis taupes, qui sont des partis qui ont été créés de toutes pièces, etc. On le sait, il y a des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Il n'y a aucune, comment dirais-je, existence de leur activité à quelque niveau que ce soit. Donc, et je dirais quand même, enfin aussi pour finir, que l'une des choses qui pose problème, c'est le fait que l'activité politique ne semble se réveiller qu'à la veille des scrutins électoraux. Mais de toutes parts, pas seulement... Absolument. De toutes parts. Mais de la part du pouvoir, bon, c'est pas... Mais je parle là de l'opposition, et ça, c'est un problème. Et c'est un problème qui, de mon point de vue, fait aussi que je pense que les populations ne se retrouvent pas dans ces partis-là. Parce qu'un parti politique, il doit s'impliquer au quotidien et en permanence aux côtés de ceux qu'il prétend représenter ou défendre. Voilà, et sinon, ça reste très... Bon. Stéphane Akwa, sur ce qualificatif d'opposition la plus bête d'Afrique, comment avez-vous reçu cette une de Jeune Afrique qui a beaucoup fait parler au Cameroun? Effectivement, c'est dérangeant. Je n'irai pas jusqu'à dire insultant parce qu'il ne m'appartient pas d'utiliser ce type de qualificatif, mais ce n'est pas la meilleure manière d'évaluer le travail de l'opposition. Maintenant, il y a une tentative d'organiser quelque chose qui serait une vie politique avec une opposition au système RDPC.
Mais ensuite, il y a dans la société, sans forcément qu'ils manifestent un engagement politique, beaucoup de Camerounais, de Camerounaises qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la façon dont les choses se déroulent. Et ce sont ces Camerounais-là, ces Camerounaises qu'il faut interpeller, à qui il faut remettre la responsabilité de faire changer les choses. Il y a des propositions, chaque parti normalement a le rôle, la mission de formuler des projets pour le pays et d'informer les citoyens sur leurs intentions, c'est une chose. Ensuite, il y a l'envie que quelques-uns manifestent sans forcément vouloir être Quand on encartés. dit d'eux que c'est l'opposition la plus bête du monde, Allez-y, pardon. Et ces Camerounais-là, il faut leur parler aussi. Il faut aussi les intéresser à la chose politique. Il faut les mobiliser. Peut-être la veille du vote, effectivement, eux ne seront pas présents dans tous les débats, dans tous les moments, dans toutes les manifestations au long de l'année ou tout au long des années entre deux élections. Mais à l'approche d'un rendez-vous, il faut demander à tous les Camerounais de prendre la responsabilité qui leur revient en tant que peuple souverain, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, et au lieu de rester à, je dirais, ruminer sa colère ou se détester via les réseaux sociaux, en tout cas détester ce qui se passe via les réseaux sociaux, leur dire, eh bien, il y a un moment qui est un moment vrai, qui est un moment réel, et ce moment-là s'appelle une élection, c'est un vote, et le vote, je le souligne, et cela a été dit également, il ne s'agit pas seulement de se déplacer dans un bureau de vote le jour de l'élection, de glisser le bulletin que vous estimez le meilleur. Il faut être là quand il y a le dépouillement, quand les opérations de dépouillement se passent, quand il y a le remplissage des procès-verbaux. Il faut suivre son vote. Il faut consolider son choix en étant vigilant du moment où on a voté jusqu'au moment où les résultats seront proclamés. Je crois d'ailleurs savoir que beaucoup d'initiatives citoyennes sont en place désormais pour justement observer le déroulement des élections et pouvoir obtenir un comptage qui sera éventuellement opposé au comptage officiel le jour où les résultats seront proclamés. Donc c'est un ensemble. Il y a ceux dont le métier est de protester, il y a ceux dont le métier est de proposer, mais il y a aussi ceux dont le devoir, ce n'est pas là un métier, c'est une raison d'être citoyen et de voter et de faire en sorte que son vote ne soit pas volé. Mais Stéphane, à quoi, avant d'en arriver là, est-ce que les querelles d'ego aujourd'hui dans cette opposition, on le voit que les opposants sont extrêmement divisés, qu'il y a de la suspicion entre eux, est-ce que ces querelles d'ego n'enterrent pas définitivement les espoirs d'alternance? La question des égos surdimensionnés est très camerounaise. Elle existe aussi au sein du RDPC. On a vu des affrontements entre barons du régime, appartenant parfois à la même localité d'ailleurs. C'est un critère inévitable dans l'évaluation des personnalités qui se présentent devant nous. L'opposition n'est pas plus égoïste que d'autres catégories de Camerounais, elle n'est pas composée plus que d'autres segments de la société camerounaise d'individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Évidemment, dans le cas d'une élection, surtout à un tour, chacun se dit qu'il peut se passer quelque chose qui lui donnera définitivement l'avantage sur les autres, puisque vous savez qu'au Cameroun, on est élu président non pas parce qu'on a 50% des voix plus une, mais simplement parce qu'on est le premier devant tous les autres, donc avec 15% des voix, et c'est suivant qu'il y en aurait 12 ou 5 ou moins, on est le vainqueur de l'élection, même si l'addition, et justement c'est là où une coalition est intéressante, même si l'addition des scores des suivants dépasse le score du gagnant. Donc ce sont ces éléments-là sur lesquels chacun doit du président, réfléchir, estimant qu'il s'agissait d'une... Et donc on doit donner à tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, ces éléments-là en leur disant c'est à vous de faire l'évaluation des chances, du changement que vous souhaitez. Il y a un système, on le connaît, il y a des difficultés, on les vit tous les jours, il y a des échecs, on en a compté énormément depuis une quarantaine d'années, je veux dire au plan électoral, au plan politique. Mais ce n'est pas cela qui doit nous décourager et on doit continuer. Si on aime notre pays, si on a envie que les choses changent,
on doit continuer à envisager que notre rôle rend possible ce changement-là. C'est à ce niveau-là qu'on se situe, n'étant pas évidemment des acteurs qui sollicitons les suffrages des Camerounais, on ne peut que leur proposer d'être actifs et pas simplement passifs pour ensuite regretter que les choses ne vont pas comme ils le souhaitent. En tout cas, parmi les 12 opposants, donc les 11 opposants donc, qui sont candidats à cette présidentielle, il y a clairement de la suspicion, comme en témoigne cette sortie de Joshua aussi, qui réagissait sur la question de la coalition. On va l'écouter tout de suite. Je sais que les officines du Palais des Toudi payent certains d'entre vous pour mettre ça en avant. C'est une distraction. Si quelqu'un est sérieusement candidat, c'est que cette personne est consciente. En tout cas, moi, je le suis. Je suis conscient et je travaille tous les jours pour battre le président sortant, Paul Biya. Et quand le parti m'a donné sa confiance, à travers un congrès extraordinaire, certains des candidats étaient encore avec Paul Biya. Donc nous savions déjà à ce moment que nous allons les battre, eux et Paul Biya inclus. Réaction, Augusta Epagna? Oui, non, de toute façon, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire que... alors, si c'est vrai que les candidats qui ont fait toute leur carrière au sein du régime et qui, tout récemment, donc, ont démissionné et se présentent aujourd'hui comme étant des opposants, sincèrement, je ne sais pas, mais je me dis il faut être sacrément... Je ne sais pas quel terme utiliser pour ne pas être désobligeante, mais... Parler de Issa Tirona Bakary, oui, bien sûr, et Bello Bouba Maïga. Sacrément naïf, quoi, pour imaginer quand même qu'après des décennies et des décennies de cheminement avec cette équipe, on puisse, à l'aube de sa vie, se révéler comme étant un opposant qui va effectivement apporter des changements substantiels à la situation de notre pays. Sincèrement, moi, alors bon, après, probablement qu'il y a peut-être des partis qui sont... C'est pas du tout impossible, parce que ça fait partie aussi des méthodes de ce pouvoir. Hein. Mais je ne porterai pas je n'ai pas d'éléments palpables et concrets pour... Là, au moins les deux sortants de l'équipe gouvernementale, ben, on les connaît, on connaît leur pédigré, on connaît leur parcours, donc on peut parler d'eux. Les autres, à moins qu'on puisse apporter des éléments concrets montrant qu'ils étaient au RDPC juste avant de se présenter comme candidat de l'opposition. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments de cette nature. Mais en tout cas, nous, on pense aussi que on milite pour ça, on a toujours été, l'UPC a toujours, avant que le pouvoir ne crée ses UPC gouvernementales et qu'on ne soit contraint et forcé d'accoler MANIDEM, Manifeste national pour l'instauration de la démocratie à UPC, pour se distinguer de ces UPC gouvernementales, on a toujours été dans toutes les coalitions, parce qu'on a toujours pensé que nous ne pourrions pas seuls conquérir le pouvoir. Donc ça a toujours été la ligne de conduite, et c'était la ligne de conduite également des précurseurs, c'était la ligne de conduite des Moumiers et des Wandier. Ça a toujours été le front, la coalition, le rassemblement le plus large, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ceci dit, il faut s'entendre sur la nature du rassemblement et la nature de la coalition. Il faut qu'on s'entende sur ce qu'on va porter ensemble. Et c'est ça qui nous pose problème dans le fait il ne s'agit pas seulement de faire tomber Biya, il s'agit de véritablement d'insuffler un autre système, d'insuffler un autre Cameroun, un Cameroun nouveau dans tous les domaines. Donc, tout est à reconstruire dans ce pays. Donc c'est vrai que du coup, il faut quand même qu'on ait un minimum de base commune, et qu'on en discute, qu'on chemine ensemble, qu'on travaille ensemble. Et ça ne se fait pas non plus en claquant dans les doigts et en un clin d'œil. Donc c'est juste notre problème. Et il faut poser des actes ensemble. Nous, notre démarche, c'est de dire aujourd'hui, il faut une mobilisation populaire pour mettre
fin à ce régime. Il n'y a qu'une vaste mobilisation populaire qui mettra fin à ça. Et ça se construit. C'est vrai que ça ne se décrète pas, ça se construit, et ça se construit avec toutes les forces, pas seulement politiques, forces sociales au sens large, c'est-à-dire politiques bien sûr, mais aussi syndicales, associatives, religieuses, traditionnelles pour ceux qui osent, sont un peu courageux et affirment un peu leur indépendance à l'égard du pouvoir politique, y compris les religieux. On a vu quand même tout un tas de religieux ces derniers temps qui se sont démarqués, qui ont dit que ça suffisait, etc., et qu'il fallait que ça s'arrête. Donc voilà, on pense qu'il faut une large et vaste coalition et qu'il faut une vaste mobilisation populaire et qu'il n'y a que par cette voie-là que nous y arrivons. Il faut que ce soit incarné aussi par une figure ou des figures. Par des figures. Le Cameroun, qu'on se le dise, est un pays aussi d'hommes ou de femmes providentielles où, malheureusement, en politique, il y a de fait une culture de la personnalité, un culte de la personnalité. Il faut arrêter avec ça. C'est une aberration que dans une période comme celle-là, à aucun moment nous n'entendons parler des programmes politiques. Que portent ces différents opposants? Que portent ces différents candidats? Qu'est-ce qu'ils veulent pour le Cameroun de demain, sur le plan économique, social, politique, etc., en matière d'éducation, en matière sanitaire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment vont-ils faire? Comment allons-nous sortir de la dépendance? Comment allons-nous cesser d'être un pays d'extraction où on vient piller nos matières premières et nous revendre des produits manufacturés au prix fort, etc. Voilà, comment on va donner du travail à nos jeunes pour empêcher qu'ils ne prennent la mer pour aller mourir dans le désert et dans les mers, alors que le Cameroun est à construire et que normalement on devrait vraiment donner, on pourrait, s'il y avait véritablement des forces qui avaient à cœur les intérêts du peuple camerounais et du pays, on pourrait largement donner du travail à toute cette jeunesse. Donc voilà, en gros, et en très résumé, très synthétique, voilà un peu notre vision, nous, et bien sûr que les choses s'incarnent, mais il faut d'abord parler du contenu. Et après, le contenu, c'est la pratique des forces politiques en question. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre leader charismatique, au masculin ou au féminin, demain, il se détourne pour une raison ou pour une autre, ou il rallie le pouvoir, etc. Donc tout s'écroule. Tout s'écroule. Quand on fait reposer ça essentiellement sur des figures soi-disant emblématiques, charismatiques, bien sûr que l'histoire elle est faite par les femmes et les hommes, bien évidemment, et que les projets sont portés par des femmes et des hommes, bien entendu, mais c'est d'abord les projets. C'est d'abord les projets, c'est d'abord comment on s'implante, comment on est reconnu aussi par les masses. Comment on est reconnu? Est-ce qu'on est reconnu comme étant véritablement ceux qui portent les intérêts de ces populations? C'est ça aussi, c'est un problème. Stéphane Acquah, on l'entendait, Joshua aussi défend l'idée que promouvoir la coalition, ce serait en quelque sorte faire le jeu du parti au pouvoir, du RDPC. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Pas tout à fait. Il faut bien comprendre que l'histoire du retour de la démocratie au Cameroun, c'est aussi l'histoire d'une somme de partitions. L'UNDP, la NDP sont des factions nées du RDPC, mais du côté du SDF, quand on voit le CPP de Mme Kawala ou l'AFP, à laquelle appartenait Bernard Mouna, ce sont aussi des divisions de ce parti historique, de l'opposition historique à M. Biya. Donc, on a une vie politique qui est animée par des groupes qui, à un moment, fonctionnaient dans le même ensemble et pour des raisons liées à des logiques, au choix de certains responsables, d'autres entités sont nées et qui sont devenues concurrentes aussi de l'entité mère, j'allais dire ainsi. Donc, après, disqualifier tout le monde, c'est, de mon point de vue, nier cette histoire-là et oublier que ce qui fait la vie politique au Cameroun, c'est peut-être une originalité. Je n'ai pas travaillé sur les systèmes politiques dans tous les pays d'Afrique, mais c'est un élément qui compte. Donc, si on accepte l'UPC né bien avant que l'on parle de Cameroun, d'histoire et de politique et de démocratie, les autres formations politiques, même le RDPC est né de l'UNC qui est né de l'UC, de l'Union camerounaise
camerounaise. Donc il y a toujours eu un père, éventuellement une mère si vous voulez pour faire une analogie, et ensuite des enfants qui ont choisi parfois de s'affronter. Donc les remarques de Joshua aussi ne sont pas totalement infondées, mais elles sont un raccourci de l'histoire politique de ces 50 dernières années au Cameroun. Ensuite, évidemment, il est important, il est nécessaire, on ne fait de la politique que si on a des idées, un projet, un programme, et on est capable d'argumenter tout cela, de chiffrer nos propositions et de les défendre devant les citoyens, mais c'est aux partis politiques de le faire. Ce n'est pas aux intellectuels, aux observateurs, aux commentateurs, que sais-je encore, aux syndicats d'exiger cela. C'est à chacun, s'il dit qu'il est acteur au sens politique du terme, de faire un travail d'élaboration d'une offre et notamment de pouvoir chiffrer ce que cette offre va coûter comme effort financier notamment au Cameroun et aux Camerounais. Mais je crois savoir, parce que j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer beaucoup de celles et ceux qui veulent être président de la République ou député ou que sais-je encore, et ils ont des projets. Est-ce qu'ils ont maintenant le moyen de le faire savoir? Est-ce qu'ils ont le souci de le vanter devant tous les Camerounais? C'est une autre affaire. Ce sera peut-être à ce moment-là, on dira, la responsabilité des journalistes qui ne questionnent pas assez souvent leurs invités sur leurs propositions, leurs visions pour le Cameroun. Donc c'est un ensemble. Je ne crois pas que cette opposition, pour revenir au propos de Jeune Afrique, soit aussi bête que cela. Il y a peut-être une façon de faire de la politique qui n'est malheureusement pas assez à droite pour challenger un système, parce que ce n'est pas seulement un parti qui est en face des autres, c'est un système qui s'oppose à tous les autres, et il faudrait peut-être beaucoup de malice, beaucoup plus d'astuce que de violence ou de reddition, je dirais, dans ce sens-là. Pour terminer rapidement, justement, ce qui est important, c'est que dans l'énumération des catégories qui font la vie d'une nation, on a parlé des syndicats, on a évoqué les groupes religieux, on a évoqué les autorités traditionnelles. Le seul moment où toutes ces catégories sont équivalentes, identiques, c'est en étant électeur, électrice et en allant voter. À ce moment-là, que l'on soit prélat, que l'on soit chef traditionnel, que l'on soit fonctionnaire, on est électeur et c'est ce choix fait selon son intime conviction qui compte. Et on le sait aujourd'hui, quand on analyse certains mouvements, y compris à l'intérieur du RDPC, ce n'est pas un bloc homogène qui affronte d'autres blocs jugés plus petits, jugés moins forts. C'est un ensemble avec ses contradictions. Et un acteur politique doit aussi jouer sur les faiblesses parce que le groupe d'en face n'est pas aussi cohérent, aussi homogène que cela. Savoir détecter les failles, les exploiter, savoir aussi de temps en temps aller à la pêche aux élus de l'autre camp en leur faisant miroiter un meilleur avenir dans son équipe politique. Tout cela fait de la politique. Elle n'est pas seulement organisée, en tout cas vécue à un moment quand des hommes et des femmes manifestent dans la rue ou manifestent tout court. Elle est vécue tout au long des années qui s'écoulent entre deux élections, où il y a des rencontres, où il y a des discussions, il y a des débouchages, il y a des transferts, il y a aussi des changements d'orientation, il y a aussi parfois des discussions à l'intérieur des formations sur la pertinence des options qui avaient été retenues, l'adaptation des choix à de nouvelles configurations. Aujourd'hui, on est effectivement dans un monde en mutation, avec des changements. On parle de l'économie, on parle aussi de la technologie, on peut aussi parler des sécurités, que ce soit liées au changement climatique, liées à la famine par exemple, etc. On doit avoir des appareils politiques capables d'observer cela, capables d'analyser cela et de faire des propositions, mais je ne suis que signataire d'une tribune animée par des amis avec lesquels on a échangé sur beaucoup de sujets. Je ne suis pas à la recherche d'un mandat, les autres non plus dans ce groupe-là. Nous ne sommes pas là pour faire tout le travail que les leaders syndicaux doivent faire, que les chefs de parti doivent faire,
que les opposants doivent faire au quotidien tout au long de l'année, que les citoyens également peuvent faire en demandant à leurs élus ce qu'ils ont réalisé, en demandant des comptes, en demandant plus de transparence dans le fonctionnement d'un certain nombre de dispositifs publics. Il y a beaucoup de choses qui font, pour rejoindre effectivement ce qui a été dit en début d'entretien, qui sont des indications que nous ne sommes pas encore en démocratie, mais est-ce qu'il est pour autant nécessaire de baisser les bras, de désespérer? Je crois que non, c'est tout cela qui doit nous donner envie d'être encore plus actifs, chacun en fonction des éléments qu'il a en sa possession ou du rôle qu'il estime pouvoir jouer, en acceptant que d'autres ont des éléments différents et un rôle qui n'est pas le sien, qui n'est pas le nôtre. En tout cas, votre appel n'a pas l'air d'avoir encore été entendu par la plupart des opposants, puisqu'on le sait, ils sont quasiment tous déjà en campagne ou en pré-campagne. Le manque de solidarité, on l'a vu aussi après l'éviction de Maurice Kamto. Maurice Kamto qui a reçu pourtant un seul soutien, celui d'Issa Tiroma Bakary, donc l'ancien porte-parole du gouvernement et ancien ministre de l'Emploi. Issa Tiroma Bakary, qui a été l'un des seuls, sinon le seul, à s'exprimer en faveur de Maurice Kamto. On l'écoute. J'ai protesté. J'ai protesté contre l'élimination du président Kamto Maurice. Kamto Maurice est un poids lourd dans la vie politique de notre nation. Et j'ai supplié le Conseil constitutionnel de revenir sur la décision du Conseil électoral. Malheureusement, ça n'a pas été. Je le déplore. Parce que quelqu'un qui a donné une bonne partie de ça pour l'avènement de la démocratie au Cameroun, qui continue à s'investir, ce serait dommage. Mais le professeur Kamto, compte tenu du rôle important, très important qu'il joue dans la vie de la nation en matière donc, de politique et d'élection, je reste convaincu que son implication dans la mise en place d'une coalition sera utile, évidente. Voilà, Issa Tiroma Bakary, interviewé par notre consoeur Mimi Meufo, la journaliste camerounaise. Augusta, on voit qu'il y a une main tendue, mais très stratégique de la part d'Issa Tiroma Bakary, sachant qu'il n'a pas encore tout à fait résolu ou réconcilié, du moins mené la réconciliation avec Bello Bouba Maïgari pour unir le Nord en quelque sorte. La main tendue à Maurice Kamto, c'est aussi de la stratégie, c'est pas dans une vraie volonté de coalition. Non, tout à fait. Non, je veux dire que, bon, tant mieux qu'il dénonce ce qui est arrivé à Maurice Kamto, mais ceci dit, il faut pas se leurrer quand même, c'est très manœuvrier de sa part, bien évidemment. Enfin, moi, je l'analyse comme ça en tout cas. Mais l'un des problèmes que nous avons, je crois, dans d'autres pays, c'est, et qu'il nous faut absolument travailler, mais de façon systémique, c'est la question de la solidarité. C'est effarant le manque de solidarité, mais pas seulement au niveau des forces politiques, mais au niveau de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que vous assistez à une scène, je me souviens avoir été terriblement choqué par une scène qui était filmée, où on voyait trois policiers au niveau d'un carrefour, je crois que c'était à Daïdo, donc vraiment où ça grouillait de monde, etc., et qui, pour un motif tout à fait banal, ont fait tomber le jeune qui conduisait la moto, mais très brutalement, avec beaucoup de violence, et ont commencé à lui donner des coups des coups de Rangers, quoi, dans les côtes, etc. Et tout un attroupement, il y avait au moins 100 ou 200 personnes autour de lui, personne n'a levé le petit doigt. Alors certes, les gens ont peur, mais ils étaient deux. Les policiers étaient deux. Il y avait deux policiers qui ont commencé à malmener. Enfin, je veux par là illustrer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quotidiennement, il y a des injustices qui se déroulent sous nos yeux, il y a des choses qui se passent au niveau politique, au niveau social, au niveau etc. Et rien ne se passe. Et ça, c'est effarant. Effectivement, ce qui est arrivé, le fait qu'on ait éliminé Maurice Kamto aurait dû susciter une levée de bouclier et dire écoutez, il a rempli les conditions, il n'y a aucune raison que, etc., etc. Rien.
Mais ça arrive aujourd'hui à Maurice Kamto comme ça. Enfin, je veux dire, je peux égrener là, étant de l'UPC et y étant depuis fort longtemps, je peux égrener là pendant un bon moment toutes les... Comment dirais-je, tout le manque de solidarité. En ce qui nous concerne, par exemple... On a vu même des opposants, enfin, ou du moins... Se réjouir, absolument. Se réjouir littéralement de ce qui se passait pour un de leurs confrères, ou je ne sais pas comment appeler ça, un autre opposant qui n'est pas de leur parti. Mais c'est effarant. Alors que ce qui est arrivé à l'UPC, par exemple, le fait que le pouvoir ait... créer des UPC gouvernementales. Ça s'est finalement produit. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ça s'est finalement produit avec les autres organisations. Ils ont essayé de s'immiscer dans les problèmes du SDF, ils ont essayé de s'immiscer dans les problèmes du CPP, ils ont essayé de s'immiscer au niveau du Manidem. C'est-à-dire que ceux qui se sont réjouis de la création d'UPC gouvernemental ont finalement subi le même sort quelque temps après. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas appliqué à une seule formation politique. C'est un mode de fonctionnement qu'ils expérimentent sur une formation, mais qui après se généralise à l'ensemble des autres formations politiques dès l'instant où elle devient dérangeante. Donc, évidemment qu'il faut se solidariser, par principe d'abord, parce que face à une injustice, il faut pouvoir... en tout cas, c'est malheureux que nous n'ayons pas réussi à créer une société, une opinion publique qui se manifeste. C'est pour ça que, au-delà du fait que nous ne sommes pas d'accord avec la stratégie électoraliste aujourd'hui, moi, je salue la démarche du collectif. Parce que c'est une expression de la société civile qui, je l'espère, se reproduira, sera dupliquée sur d'autres questions, etc. Il faut que cette société civile, il faut que nos intellectuels, il faut que nos journalistes, il faut que les différents corps existants dans notre pays se manifestent et prennent toute leur part dans la vie publique, dans la vie politique. Non pas en tant que politicien, mais en tant que, j'ai mon mot à dire, en tant que citoyen. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on balaye effectivement l'expression des citoyens. Et je voulais finir en disant que, en ce qui nous concerne, par exemple, l'UPC Manidem, la Cour suprême, imaginez que nous sommes le plus vieux parti du Cameroun. Et au jour d'aujourd'hui, l'État refuse de reconnaître la légalité de l'UPC, qui est bien antérieure à l'UPC des Kodok ou l'UPC des Dikakwa qui ont été reconnus dans les années 90. On existait avant eux, bien évidemment. Hein. Et lorsque l'interdiction a été élevée en 62, l'interdiction qui avait été posée par les colonialistes en 55, normalement, on revenait effectivement, on pouvait à nouveau se manifester en tant qu'UPC, etc. Mais déjà à l'époque, avec Maïm Matip, ce que les Biens ont fait, Ahidjo l'avait tenté avec Maïm Matip en légalisant une UPC qui était une UPC de collaboration, puisqu'on sait aussi que Maïm Matip est largement impliqué dans l'assassinat de Oumyobé, enfin en tout cas on le suspecte très fortement. Donc ça pour dire que jusqu'à aujourd'hui, malgré 2 décisions de la Cour suprême, une décision de la Commission des droits de l'homme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous ne sommes toujours pas, nous sommes le seul parti à ne pas, dont la légalité n'est pas reconnue à ce jour. Et nous avons interpellé toutes les forces politiques existantes sur l'échiquier. Évidemment, personne ne s'est solidarisé de ce qui nous arrive. Donc voilà, c'est pour vous dire que cette question de solidarité-là, elle est au cœur aussi de notre vie sociale politique. C'est-à-dire que on se réjouit du malheur d'autrui au lieu de se solidariser et de participer à la dénonciation de ce que fait le pouvoir à l'égard de telle ou telle formation politique. Alors il y a cette forme de manipulation politique, puis il y a la manipulation des divisions ethniques utilisées comme arme de pouvoir, malheureusement. C'est une thématique de plus en plus abordée et débattue au Cameroun, notamment depuis qu'Achille Bembe, sur ce même plateau, a évoqué la question de comment le tribalisme pouvait être utilisé en politique. On écoute un extrait de ce passage. L'histoire du Cameroun depuis l'occupation coloniale montre que
le grand effort des forces hégémoniques du moment aura chaque fois consisté à rendre impossible la constitution d'une contre-force qui repose sur quoi? Sur la capacité de se transcender les identités primitives ou primaires, si vous voulez. Aujourd'hui, la phobie des Bamileke, faut bien le nommer. La peur absolument irrationnelle, la haine presque atavique d'une composante importante de ce qui, il faut le regretter, n'est pas une communauté politique. Oui, il y a une résurgence du tribalisme instrumentalisé aussi par cultivé, le évidemment, pouvoir, par le cultivé pouvoir, par mais ce pas, pouvoir. pas seulement. Il y a une complicité dans les systèmes de domination repose pas seulement sur l'action des dominants, mais aussi sur la complicité des dominés. Et c'est au point de rencontre entre les deux que la sorte de haine atavique des Bamileke, elle se nourrit de ça. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis très longtemps. Et l'expulsion de Maurice Kamto du champ électoral est un aboutissement provisoire de cette espèce de lutte. Stéphane, à quoi les propos d'Achille Mbembe ont suscité beaucoup de controverses? Qu'en avez-vous pensé? C'est un peu difficile de recadrer un certain nombre de choses quand il y a autant d'émotions, autant de passions autour des déclarations des uns et des autres. Ma position est celle d'un observateur. Je travaille à l'analyse des systèmes politiques et je regarde d'où viennent les éléments et comment ils se développent et comment ils sont reçus par d'autres segments dans une communauté. Il y a un tribalisme d'État qui est né, qui s'est transformé avec M. Biya parce que né au départ de l'idée de l'équilibre régional, donc un traitement différencié de l'accès au pouvoir public selon l'origine, la région, etc. Le biaïsme en a fait un tribalisme où chaque communauté a le droit à une part du gâteau national, à sa place autour de la table du banquet. Mais quand on regarde, quand on lit, quand on analyse les attitudes de nombreuses communautés au Cameroun, ce qu'elles demandent d'abord, c'est d'être cooptées dans le système et d'obtenir pour les leurs des positions préférentielles dans ce système-là. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on avait vu circuler un mémorandum du Grand Nord, et que demandait ce mémorandum? Qu'il y ait plus d'officiers de l'armée qui viennent du Grand Nord, qu'il y ait plus de recteurs d'université qui viennent du Grand Nord, ainsi de suite. Donc, quelque part, l'appartenance à une localité est aussi le point de départ d'une revendication, beaucoup plus que le besoin en eau, en électricité, en santé, qui ne sont pas négligés, mais qui ne sont pas forcément ce que les populations brandissent en premier. Donc les deux envies se sont rencontrées, l'envie des communautés de voir leur traitement être modifié de façon positive parce que certains des leurs seraient assis à de bonnes places dans le système gouvernant, mais aussi l'envie du système gouvernant de diviser la nation en répartissant ainsi les cadeaux au gré des humeurs ou des rendez-vous électoraux. C'est une constance, parce que la violence dont, pour revenir à la question de la violence, dont sont victimes les partis dits d'opposition, c'est aussi une violence très forte qui existe à l'intérieur du système RDPC. Si vous regardez les affaires en justice ces 20 dernières années, ceux qui sont en prison sont du RDPC, poussés en prison par d'autres membres du RDPC. Donc la violence du système est générale et le tribalisme s'est généralisé lui également. Donc aujourd'hui, je dirais que Achille Mbembe soulève un lièvre, enfin dit très haut, très fort de sa position, de sa posture intellectuelle, ce que beaucoup de gens ont constaté, c'est-à-dire qu'il y a dans certaines catégories de la société camerounaise une détestation profonde des Bamileke. On peut ensuite travailler à l'explication, montrer comment ça s'est construit au fil des décennies.
Et puis il y a évidemment quelque part des crispations nées de manipulation, là également, donc entre ce qui a glissé sans être contrôlé, sans être surveillé, rattrapé au cours des ans, plus ce qui a été voulu par certains pour justement accélérer le glissement, la diffraction de la société camerounaise. Tout cela conduit aujourd'hui à une impossible collaboration entre certains acteurs de la vie politique au nom de tous ces passifs réels, imaginaires, fabriqués, trafiqués. Mais faire de la politique, c'est aussi tenir compte de l'histoire et c'est aussi tenir compte des agents qui, dans l'histoire, ont des stratégies pour éliminer ceux qui sont leurs rivaux dans la conquête du pouvoir. Augustin, la sociologie de ce Cameroun est quand même complexe. On a le peuple qui s'écharpe sur des questions tribales, alors que le pouvoir, lui, dans ses arcanes, est composé de différentes tribus, du moins parmi les cercles dirigeants, et que regarde peut-être de loin ce peuple, et certains politiques même s'écharper sur des questions qui ne font que diviser le reste du peuple. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement l'axe sur lequel je voulais intervenir, à savoir que pendant qu'on instrumentalise le peuple sur des bases tribales, etc., et pour, en fait, tout ça pourquoi ? Pour empêcher l'unité de ce peuple, pour fractionner ce peuple, pour vendre de l'illusion à ce peuple en faisant croire que si ton parent ou ton frère de communauté se trouve à tel ou tel endroit, il y aura des retombées pour toi-même et pour la région, alors qu'on le voit bien, ça n'est pas le cas, y compris même pour la région de Biya. Quand vous connaissez des gens de cette région-là et qui vous disent dans quel état est cette région-là, dont on dit que ce sont eux qui ont tout, etc., etc. Effectivement, on a placé à des endroits stratégiques des personnes issues de cette communauté, mais il n'en demeure pas moins que la région est totalement délaissée. Idem pour le nord et l'extrême nord, où pourtant on a eu quand même un président qui venait de cette région et où c'est la région qui reste et qui demeure la plus arriérée du Cameroun. Donc autant dire que, bien évidemment, comme ça, tu viens de le rappeler, cette oligarchie-là, cette bourgeoisie-là s'entend indistinctement. Vous avez des ressortissants des 10 régions parce qu'il y a ce fameux dosage, etc. Et vous avez donc des ressortissants des 10 régions qui constituent le noyau dur de ce pouvoir et qui restent unis, indéfectiblement unis, quel que soit ce qui va se passer dans les régions, même s'il y a des pogroms qui sont organisés dans leurs régions respectives, mais ils vont demeurer unis et cette caste qui contrôle et domine le pays continue à contrôler et à dominer le pays. Donc moi je pense qu'il est très important. Alors c'est vrai que le climat est extrêmement délétère, mais il n'en demeure pas moins que quand vous regardez au quotidien, la plupart des Camerounais, ça n'empêche pas qu'on se marie étant d'une région ou d'une autre. Ça n'empêche pas qu'on ait des liens extrêmement forts et fraternels d'une région à l'autre, etc., etc. Donc tout ça, c'est construit artificiellement, c'est monté en épingle à des moments donnés. Je pense que si aujourd'hui aussi nos sœurs et frères bamilékés sont particulièrement ciblés, c'est parce que ce sont c'est une communauté qui est aussi qui voyage et qui s'est implantée à travers le pays et qu'on a vite fait de cibler et souvent qui occupe des positions au niveau du commerce, etc. Et on a évidemment, c'est facile dans ces cas-là de cibler une communauté parce qu'elle elle voyage, elle est à travers le pays, elle est implantée. Comme plus prospère, et elle est vue comme plus prospère, parfois à tort ou à raison, parce que effectivement, il y a des Bamilékés très prospères, mais il y a aussi une majorité de Bamilékés qui est comme le reste de la exactement, population. Qui ne joint pas les deux bouts. Mais c'est pareil pour le Nord. Quand vous regardez comment, en 84, quand il y a eu la tentative de coup d'État en 84, combien de nordistes ont été massacrés ? Simplement sur le seul fait qu'ils étaient nordistes. On les a massacrés, on vous identifiait comme nordistes et vous étiez massacrés. On a massacré je ne sais combien de milliers de nordistes
au seul motif qu'ils étaient nordistes, sans avoir vérifié qu'ils avaient à voir de près ou de loin avec cette tentative de putsch. Donc c'est pour dire que, évidemment, le travail politique aussi, le travail politique de ces prétendus partis d'opposition, c'est ça aussi, c'est de faire un travail de fond en direction des populations pour ne pas qu'elles se laissent embarquer, entraîner. Et c'est ça le nom, Union des populations du Cameroun. C'est de ça qu'il provient. C'est cette volonté d'union de toutes les populations du Cameroun. Et ça, on y tient vraiment fortement. Merci beaucoup Augusta Epania, militante donc de l'UPC Manidem, et à vous Stéphane Akwa, journaliste et universitaire. Merci à vous tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous chez vous de nous avoir regardés. Rendez-vous prochainement pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.